Installez-vous. Est-ce qu'il y a des gens là-haut qui... Salut les gars, ça va bien? Passez donc nous voir par ici, on va parler sport. Bienvenue à tous pour cette dernière session du Club Agora. On va parler sport cet après-midi. Les sportifs, les sportives, doivent-ils être exemplaires ou pas? L'idée, c'est d'avoir un débat avec vous sur cette question. Donc, installez-vous. Comme d'habitude, c'est vous qui menez le débat, c'est vous qui donnez le tempo. Donc, on compte sur vous. Installez-vous tranquillement. Je vais vous présenter nos invités. Béatrice Barbus, vice-présidente de la Fédération de handball, ancienne sportive professionnelle, ancienne présidente... Non? Si. Ben, pas professionnel, ça n'existait pas à mon époque. Non, ça n'existait pas à ton époque. C'était que pour les garçons à mon époque. C'était que pour les garçons. Bah, tu nous en diras plus. Ancienne présidente du club de hand de première division d'Ivry-sur-Seine et autrice, sociologue, autrice d'un livre absolument formidable que vous pouvez ici trouver à la librairie La Procure qui est là, qui s'appelle Du sexisme dans le sport. Aya Sissoko, comment ça va Aya? Merci d'être là. Très bien, non. Eh ben, il n'y a pas de son, Aya, à ton micro, mais ça va arriver. Aya Sissoko, championne de boxe, boxe anglaise, boxe française, autrice aussi de plusieurs ouvrages qui sont aussi disponibles à la librairie, dont Danbé, qui a été adapté en téléfilm. Bienvenue à toi. Et enfin, Nabil. Ça va, Nabil Djellit? Ça va, merci de votre accueil. Mais c'est difficile de passer après des CV comme ceux de Béatrice et de Aya. Ah non, t'inquiète pas. Nabil Djellit, qu'on ne présente plus. Journaliste sportif, spécialiste en football et chroniqueur à Europe 1, à l'équipe 21, entre autres. Voilà, on t'entend partout, on te suit sur les réseaux pour suivre tes analyses absolument remarquables, notamment du foot, et ton humour insupportable. Ouais, merci, en tout cas c'est un très beau centre commercial. Voilà, venez, installez-vous, on va en parler, mais d'abord, comment ça va, Skierno? Est-ce que vous allez bien, les gars? Non, moi c'est la lumière. Ça va. C'est vous qui allez ouvrir le bal? Allez, c'est à vous, je vous en prie. On les applaudit, s'il vous plaît. Yeah. Tu ne verras pas dans un centre commercial, mais la lumière naturelle, ça fait plaisir. N'abandonne jamais, yeah. Never give up. Non. Ne lâche rien, yeah. Petit, on voulait devenir grand. On pensait pas que les problèmes grandissaient en même temps. Comme une impression de faire du surplace. Never give up, il faut que tu te surpasses. Car malgré les obstacles, les gros tacs, je reste debout, prêt à me battre. Si le succès m'appelle, je perdrai pas le contact. Je veux voir le bout du tunnel, fini la vision opaque. Après m'écrouler, non. Travail acharné, non. Le temps n'est pas écoulé, la réussite à nos pieds. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, mais never give up. N'oublie jamais d'où tu viens, qu'il vente, qu'il pleuve, donc never give up. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, donc never give up. Souviens-toi de ta force, qu'il vente ou qu'il pleuve, donc never give up. Dans l'échec ou dans la réussite, on veut des euros sur le chèque, comment veux-tu qu'on faiblisse? On tape dur, on connaît plus la loose. Ou on carbure quand on est sur la pelouse. Bien loin d'être dans la bouse, malgré les paroles de ceux qui nous jalousent. Seul le taf paie, le repos, ce sera après, pas d'à peu près. Si je le fais, c'est pour que ma famille soit en paix. Si je le fais, c'est pour ma famille soit en paix. Never give up, non. Never give up, non. Ne lâche rien. Never give up, non. Never give up. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, donc never give up. N'oublie jamais d'où tu viens, qu'il vente ou qu'il pleuve, donc never give up. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, donc never give up. Souviens-toi de ta force, qu'il vente ou qu'il pleuve, donc never give up.
Ils disent que t'es un manque de rien, t'es un chelin. Laisse ces gens-là, t'as tes qualités, des défauts. Pense au positif et te bloque pas sur tes fautes. N'écoute pas ceux qui disent que t'es un fléau. La tête remplie d'ambition, montre ce que tu vaux. Ne lâche rien, c'est pas pour eux que tu le fais. Que des critiques qui servent à rien, c'est sur le terrain qui te verront briller. Mais pour briller, rien d'autre. Si t'es chiant par toi, à qui la faute? Ne lâche rien. Ne peut prier. Never give up. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, donc never give up. N'oublie jamais d'où tu viens, qu'il vente, qu'il pleuve, donc Never give up. La vie nous réserve bien souvent de rudes épreuves, mais Never give up. Souviens-toi de ta force, qu'il vente ou qu'il pleuve, donc never give up. Never give up. Ne lâche rien, ne lâche rien. Bats-toi, never give up. Yeah. No, no. Never give up, non, never give up, no. Never give up. Yeah. Every never give up. Ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci les gars, bravo. Merci beaucoup. Folaké, comment ça va? Ça va bien, merci. Ah, t'es là. Je suis là. Je te cherchais. Toi, tu vas nous ouvrir le bal parce que tu nous as écrit un petit texte sur notre thématique. Yes. Eh ben écoute, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Capitaine. C'est un documentaire qui retrace les 6 capitaines d'équipe de foot qui essayent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a le Brésil, le Gabon, le Vanuatu, le Liban, la Croatie et la Jamaïque. Et ces capitaines, ils disent tous la même chose, qu'il faut qu'ils soient exemplaires pour leur équipe. Un capitaine, c'est celui qui conseille, qui encourage, qui motive, etc. son équipe. Il y a beaucoup de sportifs, de sportives, comme Serena Williams ou Naomi Osaka, qui sont des exemples pour les femmes et les femmes noires dans le tennis. Mais doit-on demander de Naomi Osaka, qui a 25 ans, d'être une femme exemplaire? Je pose la question. Wissem Belkacem est un ancien joueur de foot qui a écrit un livre qui s'appelle Adieu ma honte. Et dans ce livre, il dit, entre autres, que pendant sa carrière de footballeur, il a adopté un comportement exemplaire, quitte à ce que ce comportement soit contre sa nature. Pourquoi? Parce que Wissem Belkacem est un joueur de foot maghrébin, musulman et gay. Donc pendant toute sa carrière, il a ausculté le fait d'être gay pour être exemplaire. À la fin de sa carrière, il a révélé qu'il était gay. Et plusieurs personnes lui ont dit qu'il avait eu raison de faire ça, qu'il avait eu raison de ne rien dire pour ne pas entacher sa carrière. Est-ce que c'est ça être exemplaire? Je pose la question. Tiger Woods, qui est considéré comme le dieu du golf, a vu sa carrière perturbée quand le monde entier a su qu'il avait trompé sa femme. Est-ce que ne pas être exemplaire doit avoir ce genre d'impact sur une carrière sportive? Je pose la question. Kylian Mbappé doit-il être aussi exemplaire que Wendy Renard ou que Randall Kolo Muani? Teddy Riner, lui c'est le judo, doit-il être plus exemplaire que Clarisse Agbenienou? Être exemplaire finalement, qu'est-ce que ça signifie? Il faut être exemplaire au nom de qui? De quoi? Pour qui? Pourquoi? Pendant combien de temps? Et avant d'être des sportifs ou des sportives, ces personnes-là ne sont-elles pas des humains avant tout? Et pour finir, si les sportifs et les sportives doivent-ils être exemplaires, qu'en est-il de nous, les passionnés de sport? Eh bien justement, tu poses le débat, Folaké. Yes. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci pour ce texte. Alors, jusqu'où en fait les sportifs doivent être exemplaires? Jusqu'où est-ce qu'ils doivent nous montrer l'exemple? Est-ce qu'on leur en demande pas trop? Est-ce que, avant de demander aux sportifs de l'être, est-ce qu'il ne faut pas que les fédérations elles-mêmes le soient? Est-ce que les journalistes aussi doivent l'être? Voilà, plein de choses à se poser comme question.
Qui regarde du sport ici? Genre, ils regardent pas les gens quand il y a du foot. Ah ouais, et c'est quoi que vous regardez par exemple? Hein? Vous, monsieur, c'est quoi? Hein? Le foot. Et qu'est-ce que vous appréciez dans le football? Alors, les performances des joueurs. La performance des joueurs? Ouais. Est-ce que vous trouvez ils doivent donner l'exemple, les joueurs, aujourd'hui? Oui, beaucoup. Pourquoi? Il faut qu'ils montrent que les gens qu'ils soient positifs dans leur vie, c'est tout. Et vous trouvez qu'ils sont à la hauteur? Ils sont assez exemplaires? Ils montrent le bon exemple aux jeunes? Oui, oui. Ouais, oui. vous trouvez? Oui. Ouais. Et vous, madame, vous regardez du sport ou pas? Non. Non? Du tout. Pourquoi ça vous intéresse pas? En fait, je regarde pas le sport, j'accompagne juste mes enfants. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre petit nom? Darel. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va super. Vous regardez du sport ou pas? Vite fait, hein, de temps en temps, quand j'ai le temps. C'est quoi que vous regardez? UFC, un peu de foot. Et qu'est-ce que vous appréciez justement là-dedans? C'est plutôt la performance? C'est les sportifs, c'est les sportives? Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ce débat-là? Est-ce que vous pensez que les sportifs, ils doivent montrer l'exemple? Moi, personnellement, quand je regarde par exemple un combat de UFC, je regarde la prestation des combattants. Après, ce qu'ils font en dehors de la cage, moi, c'est pas mon problème. On est tous, comme elle a dit, Folaki, on est tous des humains. On a tous souvent des problèmes, même des fois la mentale, elle suit pas. On peut commettre des erreurs, mais je pense que montrer l'exemple, c'est vraiment être exemplaire, c'est vraiment un grand mot pour le genre de personnes qui sont, quoi. Ouais, mais sauf qu'on a vu par exemple pendant le mondial de foot, même avant, il y a eu des grands débats sur est-ce que Kylian Mbappé, il devrait pas arrêter en fait de prendre des avions? Est-ce que les joueurs du PSG devraient pas prendre le train? Est-ce que Karim Benzema, il fait pas des vidéos un peu cheloues avec des quads dans le désert? Est-ce que ça, on va trop loin? Ben, c'est beaucoup trop loin. En fait, on doit aimer les sportifs ou la personne qu'ils sont. Enfin, c'est deux, je comprends pas. Soit on aime le sport et on regarde leurs prestations, ou ça, dans ce cas-là, on devient tous des gossip boys ou gossip girls et on regarde ce qu'ils font en dehors de leur sport. C'est complètement deux choses. Chacun a une vie et eux, ils ont signé pour être des sportifs, pas pour être des influenceurs ou autres. Ouais, mais ils le sont finalement, un peu influenceurs quand on voit leur communauté. Ils ont leur vie à vivre en fait, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, mais donc déjà il y a débat. Qui veut démarrer? Qui veut répondre à... Rappelle-moi ton prénom. Darel. Qui veut répondre à Darel? Est-ce que vous estimez ici nos invités? Béatrice, je te sens un peu sur ta chaise. Déjà nous on débat. Bah déjà vous débattez. Bah vous allez débattre mais avec le micro. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que en fait on est passé en mode gossip, comme nous dit Darel? On en demande trop, les sportifs ils doivent juste vivre leur vie, on va arrêter de leur en demander plus. Béatrice, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis partagée, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je comprends votre point de vue, parce que c'est aussi quelque chose que je défends. Personne n'est surhumain, on est des êtres humains, des hommes et des femmes, comme tout le monde, et les sportifs aussi sont des hommes et des femmes comme tout le monde. S'ils y arrivent, c'est parce qu'ils travaillent, ils sont passionnés du truc et ils se sont beaucoup entraînés, ils ont un entourage qui fait qu'eux aussi. Maintenant, c'est vrai que quand on est une personnalité publique, et qu'on est relayé par tous les médias de français, voire du monde entier pour les footballeurs. C'est vrai qu'après, on peut se poser la question de savoir si on ne doit pas quand même attendre de leur part, pas seulement d'eux d'ailleurs, Nora tout à l'heure disait aussi des gens qui président des fédérations, bref, tous ceux qui ont une reconnaissance publique, ils doivent quand même en partie être un peu exemplaires. Voilà, on doit faire, pas complètement, on n'est pas encore une fois parfait, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Ça, c'est le premier niveau de spectateur, de ce qu'on regarde. Et puis après, il y a le niveau aussi, mais je reviendrai sur cet aspect-là parce que c'est important et je sais que je ne suis pas d'accord, notamment sur certains aspects avec Aya. Mais pour moi, c'est important que des personnes qui ont... Moi, quand je me présente en tant que vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball, je sais que je représente une institution et un sport, et des milliers de licenciés. Donc je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi non plus. Je ne peux pas me permettre publiquement de faire n'importe quoi non plus. Parce que je sais que ce n'est pas seulement ma question et ma personne qui est mise en cause. Maintenant, il y a le deuxième niveau, c'est le niveau personnel, le niveau individuel. Personnellement, et c'est ce que je reprocherais peut-être à certains sportifs aujourd'hui de haut niveau et sportives, de ne pas suffisamment s'engager sur certaines causes.
même si ça fait partie des choses, est-ce qu'ils doivent être exemplaires au point de s'engager sur certaines causes, contre le racisme, contre la destruction de la planète, etc. Ça, après, c'est des questions d'ordre individuel, quasi philosophique et existentiel. Moi, personnellement, j'y ai répondu. Je sais qu'on ne me fera pas faire quelque chose auquel je ne crois pas ou qui va contre mes idées personnelles. Même en tant que vice-présidente. Voilà, si demain je dois aller représenter la fédération, ça m'est arrivé, je vais le dire explicitement, quand j'étais présidente d'Ivry, club professionnel masculin de handball, on a été invité au Qatar pour aller faire un stage, pour y aller faire une tournée, et j'y suis pas allée, j'ai refusé d'y aller. Ah. Voilà. Mais j'ai donc, pas voulu mettre Béatrice, toi, tu as boycotté le Qatar. Tu as boycotté le Qatar à l'époque où tu étais présidente du club d'Ivry. Et je vous parle de ça il y a... Ouais. C'était en 2007-2008, hein, donc c'était il y a 15 ans. C'était pas là l'histoire de la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, mais après, ça, c'est une question de moi-même avec moi-même. J'ai pas voulu faire ça pour donner l'exemple. D'abord, je l'ai dit à personne, voilà. C'est la première fois que je le dis, je crois. Mais pour moi, en tant que personne, c'était important d'être en accord avec moi-même. Voilà. Mais ça, c'est une question d'ordre personnel et individuel. Mais donc moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu nous dis, et Aya, peut-être que tu peux répondre, puisqu'il semblerait que déjà tu sois pas d'accord, est-ce que c'est la même chose de représenter en fait un club, une fédération, d'être donc à la place à laquelle tu es aujourd'hui de vice-présidente déléguée, ou être un simple sportif qui est ou pas en sélection, par exemple. Quand tu représentes le drapeau français, c'est pas la même chose peut-être que d'être dans un club, j'en sais rien. Aya, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je sais... Vous m'entendez? Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. En fait, la question qui se pose, enfin, de mon point de vue, il y a une formidable hypocrisie dans tout ça, dans ce milieu-là. C'est-à-dire que d'un côté... On nous dit qu'un sportif ou une sportive doit être exemplaire dans sa pratique et en dehors. Et de l'autre, lorsque le sportif ou la sportive s'engage sur des questions sociétales, sur des questions politiques, on lui dit de se taire. Il n'a qu'à se limiter à l'espace qui est celui du sport. Ça, tu as un exemple? Tu penses à quoi? Alors, par exemple, tout simplement, là, tout à l'heure, en passant devant le monsieur qui fait la librairie, j'ai vu le livre de Vicage Dorasso. Vicage Dorasso, donc c'est un grand footballeur, donc du PSG, etc. Et qui a été champion du monde en 98. Et ce dernier non, il n'a pas été champion du monde. Ah, il n'était pas lui? Il était remplaçant. Il était remplaçant. Finaliste en 2006. Ah, pardon. D'accord. Merci. Ah, je suis nulle. Il était champion du monde à un coup de boule près, quoi. Et donc, prenons l'exemple de Vicage Dorasso. Vicage Dorasso décide donc de s'engager en politique, donc de s'emparer de la chose publique. Et quel est l'argument qu'on lui oppose à chaque fois? On aurait préféré qu'il se cantonne à ce qu'il est censé savoir faire, c'est-à-dire le football. Je vais prendre tape dans un ballon et tais-toi, quoi. Voilà, tape dans un ballon et tais-toi. Il en va de même pour quelqu'un comme Lilian Thuram. Dès lors qu'il a décidé de s'engager sur des questions de racisme, donc de déconstruire justement les mécanismes qui justifient le racisme de certains, il a été vilipendé à la fois par le politique, mais aussi par des individus de la société civile. Et moi-même, en tant que sportive, dès lors que je m'engageais sur des questions de société qui concernent le plus grand nombre, à certaines occasions, on m'a dit « mais contente-toi en fait, de faire du sport ». Et donc la question est là, c'est-à-dire soyez exemplaires, mais surtout, on vous retire votre statut de citoyen. Vous n'êtes pas des citoyens, vous n'êtes que des sportifs ou des sportives. Mais ça, pardon, mais c'est aussi prévu dans les chartes sur les JO, les Jeux Olympiques, la FIFA, etc. Cette dimension-là, en fait, elle est réelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas à donner votre avis. On a eu le débat sur le mondial au Qatar. Nabil, toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Parce que on a d'un côté des fédés, c'est la des institutions... apolitisme du sport. Le sport n'est pas apolitique. Le sport, c'est censé être apolitique. Donc on demande à des sportifs d'être exemplaires, mais de l'autre, pour être exemplaire, il faudrait qu'ils soient écolos, antiracistes, etc. Et de l'autre, on a des fédés, on a des institutions internationales qui leur disent en gros, fermez votre bouche et tapez dans des ballons, quoi. Vous voulez poser une question? Non, je réponds. Vas-y, réponds. De toute façon, pour en revenir au Qatar, il faut rappeler que le Qatar, c'est absolument pas le choix des sportifs. Ça a été
les choix des instances, et des instances qui ont été, j'utiliserai pas le terme de corrompus, mais qui ont été gangrénées par des influences politiques. Il y a eu pas mal de dossiers qui sont sortis à propos de ça. Même ici en France, on a été concernés avec les interférences entre Sarkozy, Platini, qui était un poids lourd à ce moment-là des décisions mondiales. Donc moi, je pense que le Qatar a stigmatisé, a polarisé, a cristallisé beaucoup de choses. J'ai été aussi invité au Qatar, j'ai refusé aussi, Béatrice. C'était pour dire que j'ai été exemplaire. Non, je déconne. Non, mais c'était intéressant parce que... Toi, t'as couvert c'est de l'humour, hein. Bien sûr. T'as couvert la Coupe du Monde avec Béatrice déjà. Là. Pardon ? Tu as couvert la Coupe du Monde depuis Paris ? Ouais, j'ai bossé d'ici, mais en fait, moi, le débat sur le Qatar, on aurait dû l'avoir 10 ans avant, mais il faut recontextualiser à l'époque. C'était pas les mêmes questions de société et aussi de géopolitique, mais bon, on peut toujours discuter du Qatar, on aurait pu discuter de la Chine aussi sur les JO, on aurait pu discuter de la Russie sur 2018. Ce qui est intéressant maintenant, c'est surtout d'avancer et de se dire que les prochains événements, ceux qui vont venir, les prochaines attributions, il faut une plus grande transparence et il faut dicter une charte. Et si vous ne répondez pas à ces chartes-là ou à ces questions-là, vous ne pourrez pas organiser. Et il faut que les institutions, politiques pèsent. Je donne un exemple. Demain, l'Europe, elle peut dire à la FIFA, si il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de truc écologique, s'il n'y a pas de truc sur, je sais pas, les droits humains, etc. Nous, on a quand même une souveraineté sur notre région. On n'organisera pas d'événements. Et ils vont se plier. Pourquoi ils vont se plier ? Parce que c'est un business avant tout. Et c'est quelque chose qui leur rapporte énormément d'argent. Maintenant, sur l'exemplarité, juste un mot rapide. Moi, j'utilise pas le mot d'exemplarité. On peut pas être exemplaire, comme on peut pas être objectif, c'est une utopie. Je pense que ce qu'on peut demander aux sportifs, comme qu'on peut demander à chaque citoyen, c'est plus une notion de responsabilité. Ouais. Alors, c'était pour revenir... Aurélie Basselon, je suis présidente du club de baseball d'Evry. Voilà. Baseball ? Baseball, ouais. Ah ouais, tu m'expliqueras les règles à la fin parce que j'ai toujours pas compris. Avec plaisir. Non, c'était pour revenir sur effectivement la remarque que faisait Aya. Je suis tout à fait d'accord. Et ça se décline même jusqu'aux plus petites fédérations où il est demandé à tous les sportifs, les moins connus aussi, d'être le plus neutre possible. On n'a pas le droit de se positionner politiquement, on n'a pas le droit de se positionner sur des avis effectivement de société. Et quand ça, on le voit effectivement avec les célébrités, mais on le demande aussi aux sportifs les moins connus, même dans ces cadres-là. Mais le sportif, il y a un peu une asymétrie, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ton avis ne nous intéresse pas vraiment. En revanche, dès que tu donnes un avis, ça peut devenir un fonds de commerce électoraliste. C'est-à-dire qu'il y a le poids du sport, le poids de l'influence du sport. C'est-à-dire que quand tu dis rien, on peut te le reprocher. Et quand tu dis quelque chose, ça peut nous servir dans nos intérêts aussi politiques et de tous bords. Hein. On l'a bien vu. Je te donne des exemples. Ouais. Des trucs de binationalité, de joueurs qui hésitent entre, je sais pas... Ah oui, la bouteille de coca en conférence de presse, me souffle Charlotte qui est à côté de moi. Ce moment, c'est quoi ? C'est Ronaldo qui enlève la bouteille de coca et qui fait faut boire de l'eau. Oui, mais à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que dans ces cas-là, tu ne participes pas aux compétitions de la FIFA puisque c'est la FIFA qui organise, donc tu connais les règles du jeu. Alors c'est bien quelque part en termes de valeur au niveau d'hygiène de vie. Bon, pas abuser du coca parce qu'il y a du sucre. Il y a du sucre, etc. Mais bon, dans ces cas-là, je dis pas qu'il y a une forme d'hypocrisie, mais soit c'est comme le libéralisme, soit tu te mets en dehors du game, soit tu n'es pas un pied dedans, un pied dehors et tu cultives ton image en te faisant passer pour le Che Guevara sur le moment, quoi. Non, mais en plus, il a raison, mais en plus, le sport est tellement dépendant des subventions publiques, du plus petit niveau des clubs, où on est dépendant des subventions publiques. Donc vous ne pouvez pas prendre trop position aussi d'un point de vue politique, y compris localement, parce qu'après, si la couleur politique change, ça te retombe sur vous. Nous, on a le cas d'un club de handball, c'est ce qui s'est passé. Et là, le club féminin, il fait faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris position. C'est problème politique entre la présidente et l'élu et le maire. Donc les élus, ça, de manière pragmatique, on le voit et on le vit. Donc vous vous dites, ok, on va essayer de prendre le moins position possible parce que sinon ça va à l'encontre de notre sport. Et on peut plus voilà. Donc c'est des choses comme ça. Donc il y a des manières, attention, après il y a des manières de faire avancer les choses sans pour autant toujours devoir se taire. Voilà, il y
Il y a des choses aussi à imposer de notre côté. En fait, je voulais revenir sur un point qui a été abordé il y a un instant. Moi, je parle clairement d'hypocrisie. Dans le sens où, effectivement, en fait, les Jeux ont été confiés, la Coupe du Monde a été confiée au Qatar. Mais la question qui se pose derrière tout ça, c'est quel est le pouvoir des puissances d'argent. C'est-à-dire, quels sont, entre guillemets, donc nous, les contre-pouvoirs que nous pouvons mettre en place pour pouvoir essayer à ce que ces groupes impactent le moins justement la pratique sportive. Parce que ce qui s'est passé justement avec toute cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ont été prises avec des enjeux financiers colossaux, et à un moment donné, on a décidé que ce serait aux sportives d'assumer ces décisions. D'assumer ces décisions. On l'a avec l'Arabie Saoudite et les Jeux d'hiver asiatiques. C'est-à-dire qu'on a eu le débat sur le boycott au Qatar, qui aurait dû être assumé par les sportifs alors que la décision avait été prise effectivement il y a 10 ans. Et finalement, au milieu de ce mondial au Qatar qui déjà posait problème, on apprend que l'Arabie Saoudite va organiser les Jeux d'hiver asiatiques. Les Jeux d'hiver. Ouais, c'est pas un fait divers, donc. C'est clair. Et donc donc c'est à un moment donné, quels sont les outils qui vont être mis en place pour avoir un minimum de contrôle sur toutes ces puissances d'argent qui finalement décident pour tout le monde et mettent tous les individus, sportifs, journalistes, etc., devant le fait, et les mettre devant le fait accompli. Mais là, on est déjà même plus dans le sport, parce que le sport à la base c'est même pas ça. Là, on est dans le spectacle sportif. Là, on est dans le business. Le sport à la base c'est même pas ça. On n'est pas là. Le sport, il est d'abord pour éduquer, il est d'abord pour se faire plaisir. Il n'est pas là pour faire du business au départ. Donc c'est même plus du sport ce dont on parle là, du Qatar, du foot et tout ça, c'est même plus du sport. Sauf que, pardon, sauf qu'on appelle ça du sport. Je suis d'accord avec toi. Le Qatar, il est propriétaire du Paris Saint-Germain. Bien joué. Aujourd'hui, si tu veux regarder certains matchs, faut te mettre sur beIN Sport, à qui ça appartient. Donc, sans parler des Russes qui... alors, je parle sous le contrôle de Nabil, mais Monaco, c'est pas un Russe ? C'est un oligarque russe, mais je crois qu'il n'est pas très copain avec, avec Vlad. On se rend bien compte, en fait, que c'est aussi une manière de s'offrir de l'influence. Bien oui. Alors, attends. C'est du soft power. Bonjour, moi c'est du coup Sariati, présidente de l'association Idaria, le but est de sensibiliser les jeunes filles et les femmes au sport et aux divers métiers qui gravitent autour pour les impliquer, les sensibiliser et leur faire prendre conscience que le sport est accessible et que le sport s'accorde aussi au féminin. Et du coup, moi, je voulais revenir sur, en fait, les sportifs, ils n'ont pas choisi d'être un exemple. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est des humains comme nous, ils font des erreurs tout comme nous, ils sont en apprentissage comme nous. En fait, c'est un peu nous, la société, qui en a fait, en fait, des exemples. Et moi, j'aimerais juste dire, en fait, qu'il ne faut pas confondre idole et exemple. Aujourd'hui, en fait, ces sportifs, ils sont un peu, en fait, ils font pas des choses exemplaires. On a pu voir toutes les affaires qu'il y a de dopage, de tricherie et toutes ces choses qu'on a pu voir dans le monde du sport. Mais en fait, ils ont pas forcément ce devoir d'être exemplaires. Mais aujourd'hui, ils ont une influence sur la jeunesse. Et donc, en fait, cette jeunesse... En fait, il faut que ces sportifs, ils aient une attitude assez exemplaire parce que ça dépend de la jeunesse, de leur bonne conduite. Ils doivent avoir une responsabilité, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Voilà, c'est ce que disait Nabil, c'est plutôt qu'exemplarité, ils ont une responsabilité malgré tout. Ouais, après, faut pas... Ouais, Nora, tu voulais peut-être donner la parole. Non, allez-y, parce qu'après, on a une équipe... Non, mais après, c'est vrai que c'est toujours un peu facile de leur tomber dessus. Et parfois, il y a un mépris de classe aussi chez certains. Plus facile de leur tomber dessus à eux que d'autres. Mais ce qui est important, c'est surtout eux... Pourquoi un mépris de classe ? Pourquoi un mépris de classe, selon toi ? Alors, moi, je peux en parler aussi. Un mépris de classe, alors là, excuse-moi. Sur le sujet. Ah ouais, je suis super remontée parce que dès qu'on dit qu'on vient du sport, on est considéré comme... des imbéciles. Moi, je le vois comment on est traité. Même moi, quand j'étais jeune, je faisais du sport de haut niveau, mais j'ai surtout pas dit quand je faisais mes études. Parce que tu es considéré comme le dernier des abrutis, très clairement. La France n'est pas un pays de sportifs. Tu sais, les députés, les sénateurs, ils viennent te voir pourquoi ? Pas pour parler de sport, pour avoir des places. Sérieusement, pour avoir des places, tu veux discuter sérieusement avec eux de fiscalité, comment on peut faire évoluer les règles de sécurité. Ils en ont rien à faire. Madame n'est pas d'accord. En plus, j'ai des athlètes là qui pourront le dire parce qu'elles sont elles-mêmes sportives de haut niveau. Aujourd'hui, les filles,
Chiara et Ambre, quand vous dites au lycée ou à la fac que vous êtes sportif de haut niveau et pourtant vous faites des études qui sont super avancées, vous êtes quoi, c'est plutôt apprécié ou au contraire Qu'elle arrive au niveau. Ça arrive au niveau. Alors, sincèrement, arriver au haut niveau, je vous assure que ce mépris de classe, vous allez le ressentir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai dit, que j'étais sportive de haut niveau, qui plus est boxeuse, je vous assure que les gens, en fait, tu es clairement une imbécile. Tu es incapable, selon eux, de réfléchir, d'avoir un raisonnement structuré. En plus, je viens de quartier populaire, je suis noire et je suis une femme. Donc, je cumule. Et c'est une réalité. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote dans ce sens-là. Je sais qu'à l'époque, quand je faisais de la boxe française savate, donc la réglementation change. Donc j'ai décidé d'écrire à la fédération pour me plaindre de ces modifications parce qu'elles sont clairement au désavantage des boxeurs et boxeuses. Le premier réflexe qu'a la fédération, c'est de me répondre « C'est vous qui avez écrit ça ?» Parce que pour la fédération, c'était inconcevable qu'un sportif puisse s'exprimer par écrit correctement. Et ça, c'est un mépris de classe que j'ai eu à faire tout au long de ma carrière. Plutôt que de répondre sur le fond, le problème qui a été soulevé, on me répondait sur la forme. On est surpris que vous soyez capable d'apporter un raisonnement construit. Et ce mépris de classe, il vient surtout de la part de certains sports. Il y a des sports plus nobles que d'autres. C'est clair que quand vous vous présentez comme faisant du tennis ou du golf, là, ça passera mieux. Mais quand vous arrivez du football, de la boxe ou des sports où il y a du contact, où normalement vous ne devriez pas là où vous êtes, vous devriez être, oui, il y a du mépris de classe. Alors ce mépris de classe, il peut peut-être s'atténuer, c'est clair. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux numériques qui permettent de mettre en avant et d'être influenceur ou influenceuse, de mettre en avant des figures, et notamment sportives, que des hommes politiques et des femmes politiques n'arrêtent pas de vouloir se mettre en photo et tout ça. Ça fait bien quand même d'être... Donc oui, ils sont mis en avant davantage de manière positive toujours, aujourd'hui. Mais comme le disait Aya, il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie derrière, parce que qu'est-ce qu'on leur demande véritablement de faire ? Juste de poser pour la photo. Qu'est-ce que t'en penses, Nabil ? Dès que Béatrice parle, de toute façon, moi je suis conquis. Non, mais je suis d'accord sur ce qui a été dit. Après, il faut rappeler quand même qu'il y a différents types d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence encyclopédique, universitaire. Et moi, je suis amené à discuter souvent avec des joueurs de haut niveau. Et ils ont une intelligence émotionnelle qui est souvent supérieure, une intelligence situationnelle qui est souvent supérieure. Et ils sont loin d'être dupes. Après, ce qui peut se passer, c'est que parfois, ils peuvent être dans une bulle parce que quand vous avez 13-14 ans, on vous prend pas, mais c'est-à-dire on vous détecte, on vous emmène dans un centre de formation et on vous coupe un peu du monde extérieur. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Après, pour rebondir sur ton prénom, sur ce que tu as dit, ce qui est important, c'est plus que de leur reprocher des choses, c'est aussi de les aider à mieux affronter le monde extérieur. C'est-à-dire, mais c'est déjà pris en compte dans les centres de formation. Il y a des cours comment utiliser les réseaux sociaux, comment comprendre le monde extérieur. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler, parce qu'avant d'être des sportifs, c'est des citoyens. Ils sont comme tout un chacun. Ouais. Aya n'est pas d'accord. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est de l'humour. Hein. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien à chaque fois en fait. Moi je boxe avec les mots. Alors, allez-y. On va repasser la parole. Non, mais c'est surtout, en fait, vraiment pousser le débat. En fait, la réalité, c'est qu'on est dans une société néolibérale et qu'on n'a aucun intérêt donc, à former des individus qui pensent. Et c'est pareil dans le monde du sport. Le sportif doit performer. C'est une force de travail. On lui demande que de faire des performances. Il ne faut surtout pas qu'il s'intéresse à des sujets autres qui pourraient le détourner de sa mission première. Ouais. C'est-à-dire être performant ou performante. Alors, justement, les filles. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je fais un sport un peu moins important en France, mais j'ai pas eu vraiment ce genre de problème. J'étais dans une structure de haut niveau dès mes 13 ans
Et alors avec les personnes autour de moi, c'était un peu de deux parties. Il y avait les profs. Ok, je le colle. Il y avait les profs qui avaient un peu des a priori sur les sportifs et qui disaient qu'ils étaient un peu moins intelligents que les autres. Mais par contre, j'ai jamais eu vraiment ce problème avec mes camarades de classe ou les personnes autour. En fait, ils trouvaient ça même plutôt cool en fait d'avoir des sportifs de haut niveau avec eux. Du coup, ça dépend quoi. Ça dépend des gens. Quand tu dis que toi, tu fais un sport qui est peut-être moins visible, donc baseball, c'est ça? Voilà, baseball. Voilà, c'est l'équipe de madame. M'expliquer les règles. Softball. Nora, softball, le baseball, c'est que pour les mecs. Pardon. Alors, je vais... Softball ou baseball? Alors, attends. Pardon. Les deux, vous faites? Alors, je vais faire vraiment la naïve béotienne. Je ne vois pas la différence. Alors, il va falloir m'expliquer la différence. Ok, alors si vous me permettez, je vais mimer un peu, c'est plus facile. Alors, le baseball et le softball, c'est les mêmes bases, c'est le même terrain, c'est juste les distances qui changent. Et la seule différence, c'est celle que je vais vous mimer. Ça, c'est un lancer de baseball. Ok. Et ça, c'est un lancer de softball. Ah, c'est les seules différences. Tu comprends, tu lancer comme ça, c'est dur pour une fille. Donc on lance comme ça aussi, c'est juste pour le lanceur. Tu dirais du coup que parce que ce sport il est peut-être moins visible dans l'espace public, parce que c'est pas du foot ou peut-être de la boxe, y a quoi? Il y a une forme de bienveillance de la part des gens? C'est plus cool? Comment tu vois les choses? Alors, moi je dirais qu'il y a quand même des préjugés dans la société qu'on peut pas ne pas voir. Enfin, moi j'ai fait... Il y avait des handballeurs avec moi, il y avait des volleyeuses. Et c'est des sports qui sont tout de suite un peu plus connus. Et eux, c'était plus... c'était juste des sportifs, quoi. Ils pouvaient pas réussir à l'école, ils pouvaient pas avoir une vie à côté. Et je sais pas pourquoi, nous, on n'a jamais vraiment eu ce problème. Alors, mais ce que j'entends en fait en creux là-dedans, c'est aussi... le handball est professionnel. La boxe, alors même si toi, tu as gagné en amateur, le foot, il y a des sports qui sont pro. Softball et baseball, c'est pas encore le cas. Ça veut dire qu'on est quoi? On a deux systèmes en fait parallèles et on n'est pas sur le même niveau. Tu resteras toujours même si tu es à un très haut niveau, tu resteras toujours quelqu'un qui joue en amateur versus les professionnels. Disons que les sports qui peuvent jouer en professionnel, les personnes auront plus tendance à leur dire il n'y a pas de souci, va faire du sport, t'as pas besoin de faire tes études à côté, t'as besoin de rien de faire. Quand tu auras 35 ans, tu passeras une équivalence et tu iras faire un boulot. Alors que nous, dès qu'on rentre dans le cercle du haut niveau, on nous dit ok, vous faites de votre mieux dans le sport, mais il va falloir garder les études à côté pour pouvoir à 20 ans avoir un travail, quoi. Ouais, là aussi dans le sport en fait il y a des divisions. Il y a les sports entre guillemets valorisés parce que ils sont professionnels et puis il y a les sports qui resteront amateurs. On le voit au JO. Il y a des amateurs dans le football qui vont avoir des situations comparables. Ouais. On l'a des fois dans des matchs de Coupe de France. On a des deltas entre le Paris Saint-Germain ou Marseille qui va jouer contre une 5e ou une 6e division française et avec des gars qui travaillent aussi en même temps et qui sont aussi amateurs et qui s'entraînent 2 ou 3 fois par semaine. Donc on peut avoir des fois comme ça deux mondes que tu appelles parallèles qui vont à l'instant T se croiser. Et c'est aussi le charme du sport. Parfois, et ça arrive rarement, mais parfois c'est la division inférieure qui va gagner, quoi. Puis alors surtout cette division inférieure entre guillemets, ces écarts, on le voit au JO où on demande beaucoup de choses aux sportifs, de représenter la France, d'être exemplaires aussi, de se la fermer sur des questions de société. C'est ce que tu disais, Béatrice, tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que ces sportifs, en fait, on leur demande beaucoup de choses, mais derrière, on leur rend pas toujours les choses. Il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué. Sur la délégation des JO, il y a 2 ans, c'était quoi les JO? C'était il y a 2 ans? Tokyo. Ouais. Tokyo. La moitié de la délégation, la moitié des sportifs de la délégation vivaient sous le seuil de pauvreté. Ouais. Ça, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est aussi vrai. assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on demande finalement beaucoup aux sportifs, mais on leur rend assez peu. Mais ça dépend des formes. T'imagines leur retraite? Alors là, la retraite, n'en parlons pas. Ah, comme c'est d'actualité, c'est pour ça que je me permettais. C'est clair. Non, mais ça, c'est une réalité. Aya, toi, par exemple, t'étais en amateur quand t'as eu tes titres en boxe. Mais comment tu vis à côté? J'avais une activité professionnelle à côté, c'est-à-dire que pendant
J'étais comptable pour les magasins Printemps, donc ce qui me permettait d'avoir un salaire qui tombait à la fin du mois, ce qui me permettait aussi de ne pas accepter des combats pour remplir le frigo et donc de me mettre en danger, mettre mon intégrité physique en danger. Et donc ça, c'est la réalité des sportives surtout, où elles doivent cumuler plusieurs journées dans une même journée. Non mais après c'est... T'as une question peut-être, non Pardon ? Une question ? Vas-y, finis. Non mais après c'est aussi un choix de société. On va dire entre guillemets, quand Macron il dit qu'il faut 80 médailles ou 50 au prochain JO, ça veut dire que c'est un investissement, c'est un choix économique du pays. Moi après je trouve que... Moi je suis dans le foot, mais je discute aussi avec des gens qui sont dans d'autres sports. Et c'est terrible. Après, c'est aussi une question d'écosystème économique, d'influence médiatique. Est-ce que tu génères de l'argent ou pas ? Il y a des sports ingrats, malheureusement. T'es numéro 8 aujourd'hui au judo français. Numéro 8, c'est extraordinaire. T'es numéro 8 au football français, tout le monde te connaît. T'as aucun souci financier. T'es numéro 8 au judo français, personne te connaît. Soit t'es l'élu, soit t'existes pas. Ouais, mais ça, c'est terrible. Alors, il y en a un autre... T'as parfaitement raison. Je suis avec un jeune homme qui fait du foot là, et qui est pressé d'aller à son match, mais il a une attelle. C'est quoi ton prénom ? Redouane. Ça va, Redouane ? Ça va, T'as quel âge, Redouane ? 14. T'es en U14, U15, c'est quoi ton... 14, U14. U14. Bon, alors comment tu t'es fait ça là, à ta main là ? Non, c'était au basket. J'ai fait du basket. Ah ouais, donc monsieur fait du foot, mais du coup, il s'est cassé la main au basket. Qu'est-ce que tu penses de tous ces débats, toi ? Par exemple, tu regardes tout le sport à la télé, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je regarde, ça va, je regarde un peu tous les championnats, mais j'en pense rien de spécial. Ouais. Comment ça se passe sur le terrain ? Moi, il s'avère que je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un qui me racontait que même pendant les matchs, parfois, c'est pas tant les joueurs qui sont pas exemplaires, même en U14, en U15, c'est les parents et c'est les coachs qui finissent par se bagarrer, par s'insulter, par s'envoyer des horreurs à la figure, Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve pas que c'est comme ça, parce que nous, dans les matchs, des fois, c'est des tensions entre joueurs, mais entre coach et arbitre, etc., non, moi, je trouve jamais vu spécialement. Ouais, t'as jamais vu ce genre de choses ? Et là, tu vas jouer contre qui ? Villabé. Villabé ? Et toi, t'es à Évry, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, courage, te casse pas autre chose que la main. Arrête-toi. Il y a aussi ça dont on n'a pas parlé, c'est que l'exemplarité, finalement, on en demande beaucoup aux joueurs, mais quand on regarde dans le sport amateur l'état du public et les prises de tête, l'exemplarité, c'est peut-être pas chez les beaux qu'il faut la demander, non ? Non, ça devient l'enfer. Ça devient l'enfer. Non, sérieusement, Nora, sur cette question-là. Non, mais tous les parents qui emmènent leurs enfants au sport, s'il vous plaît, restez à votre place, dans les tribunes, tranquille, regardez vos enfants jouer, tout va bien se passer. Là, vous voyez, en 15 jours, à la Fédération française de handball, on a, je crois, 6 affaires qui sont remontées pour des propos racistes qui viennent pour la plupart des tribunes. Stop, arrêtons tout, là. Donc les parents, moi-même, j'ai eu plusieurs fois à intervenir quand j'étais présidente, et heureusement que les joueurs étaient là pour me défendre, d'ailleurs, parce que sinon je pense que je me faisais casser la figure. Mais voilà, mais il y a ça aussi, c'est une vraie réalité, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans les clubs, on a plus l'impression parfois que les parents prennent les clubs pour une halte garderie plutôt que pour vraiment des organisations qui éduquent leur corps, leur état d'esprit, sincèrement. Et donc voilà, moi le message que j'aimerais faire passer à tout le monde, c'est ça, c'est on se calme, il y a des gens qui sont formés pour bien s'occuper de vos enfants, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mais restez à votre place et n'insultez surtout pas ni les encadrants, ni les arbitres, et encore moins, s'il vous plaît, les joueurs et les joueuses. Voilà, ils s'expliquent sur le terrain, ça suffit, tout simplement. L'esprit sportif, c'est surtout pas ça. Mais ça, c'est un phénomène qu'on voit monter vraiment. On est très inquiets. Nous, on va lancer une grande campagne de lutte contre toute forme de violence, notamment à propos de ça. On est très inquiets de toutes ces sensibilités qui viennent des parents, essentiellement autour des terrains de sport. Alors, c'est pas grave. J'en ai un là, un grand là à côté qui me dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Me fais pas parler, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Plus ils sont grands et forts, trop tard. Et plus ils sont là genre non, j'ai plus de voix. Attends, ma femme elle m'appelle. Ouais, non mais voilà. Comment on s'appelle, monsieur ? Sissoko Mala. Comment ça va ? Très bien. Tu vois, t'as une grosse voix. Ouais, mais elle est cassée. J'ai crié depuis ce matin. Il faut pas crier. Toi, t'as inventé un truc génial qui est en train de faire le tour du monde. Ouais, c'est la lucarne.
Qui connaît ici la lucarne? La lucarne, vous connaissez la lucarne? La lucarne, ben oui. Voilà, il y a une équipe là, il y a toute l'équipe. Il y a ta mère, elle est où ta mère? Ah, le maire, il est où le maire? Ah, le maire, il est là, le maire. Est-ce qu'il a tapé dans la lucarne, le maire? Il l'a pas mis? Si, il a essayé 6 fois, il n'a pas marqué encore. On attend que ça. Non, là, fallait le dire. On attend que ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître la lucarne, qui est quand même le mur et la fenêtre qui a fait le Tour de France, voire le Tour du monde, alors on peut les applaudir encore, hein, parce que c'est Made in Évry-Courcouronnes. Hein. Il y a le monde entier qui est venu à Évry pour taper le ballon dans une fenêtre qui fait combien? 43 cm. 43 cm. C'est celui d'un local poubelle, c'est ça? Ouais, c'est ça, local poubelle. Et alors du coup, aujourd'hui vous êtes même arrivé avec cette petite histoire. C'est dans quel quartier que c'est né? Aux Pyramides. Là maintenant, des Pyramides, vous êtes arrivé à la station F, qui est la station, enfin c'est l'incubateur en fait des startups, etc. à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez, enfin c'est venu comment cette histoire? Ah ouais. Bah, elle est née, la vidéo elle a été virale sur les réseaux sociaux. On a accueilli énormément de personnes, de footballeurs, de célébrités, stars et des familles venues de Creusot, Marseille. Et là on s'est dit qu'avec tout ce que la lucarne représente, on a vu qu'il y avait énormément de valeurs, c'était intergénérationnel, c'était à la fois mixte. Il n'y avait pas que des filles, il y avait pas que des garçons qui venaient tirer, il y avait énormément de femmes. Et du coup là on s'est dit que on va construire un mur à dimension réelle et aller vers ceux qui n'ont pas pu venir à nous. Ouais. Et donc ce qu'on a pu voir par exemple pour ceux qui suivent, et allez les voir hein, sur les réseaux sociaux, suivez-les, il y a eu un mur à Marseille, il y a eu un mur dans toute la France, ils ont fait tourner un mur dans toute la France l'été dernier et tout le monde faisait la queue pour taper la lucarne. Alors il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi quand même, mais ce qui est génial, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est que ce que tu nous dis, c'est que c'est intergénérationnel, il y a des valeurs, il n'y a que le sport pour ça, et puis on sait que voilà, on est à Évry, c'est les Pyramides, c'est aussi le stigmate, voilà, c'est les quartiers, c'est etc. Ça a permis de renverser ça. Ah, bien sûr. Moi, je te dis la vérité, j'étais surpris quand je voyais des familles qui se promenaient aux Pyramides et qui demandaient la lucarne. Tu vois, nous, à la base, quand tu vois quelqu'un aux Pyramides, c'est que la personne, elle habite aux Pyramides. Personne vient aux Pyramides pour venir aux Pyramides, tu vois, c'est pas Disneyland. Et là, la particularité, c'est que des familles qui venaient de partout se permettaient de se promener tranquillement et de demander la lucarne. Et c'était ça que je trouvais ça magique, franchement. Ouais, c'est un coin touristique, c'est ça. C'est devenu un coin touristique, en vérité, la lucarne. Ah ouais, les Pyramides sont devenues un coin touristique. Non mais c'est dire, mais ça c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Bravo les gars, franchement, c'est pas fini, c'est que le début. Non, moi j'attends la lucarne à New York. Ah, on attend LeBron James qui fait la lucarne. Non mais c'est génial. Ce qui est génial, c'est que j'arrive, monsieur le maire. Attends, je vais me faire engueuler. Mais non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même un truc de l'ordre de... On renverse le stigmate, ça se passe dans les quartiers. Et disons-le clairement, si on parle du football, de qui on parle? Avec notre équipe de France, on a essentiellement des gamins issus de quartiers populaires, alors qu'ils sont plus ou moins gamins, ça c'est clair. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on renverse ce stigmate et c'est aussi d'autres valeurs. Bon, on est quand même dans autre chose. Qu'est-ce que, Nabil, toi, comment tu vois les choses justement? Tu regardes aussi, toi, le football maghrébin, quand on voit ce qui s'est passé avec le Maroc. Il n'y a que le sport qui peut créer aussi ça, cette espèce de retournement de stigmate, on change de regard. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, le sport, c'est un peu comme la musique, il n'y a pas de frontières, en fait. C'est fédérateur, il ne faut pas que ça soit instrumentalisé politiquement. On en parlait tout à l'heure. Après, aujourd'hui, le football, c'est un pouvoir, quoi. Tout simplement, qui dit pouvoir, dit grande responsabilité également. Après, effectivement, c'est important le succès de la lucarne, c'est bien parce que ça, on revient au substrat, ce qui fait en fait que le sport est un jeu d'adresse. Le foot, tu peux y jouer tout seul avec un mur. Les plus grands footballeurs, des fois, ils sont restés en train de faire des passes à un mur. Donc c'est à la fois... c'est l'essence même du sport. Maintenant, je voulais quand même juste glisser un mot sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce que disait Béatrice, sur les violences un petit peu autour... Enfin, les violences. Les incivilités. Voilà, c'est le mot qui est... Mais dans le foot, il y a une dérive que moi, je déplore de plus en plus, si je puis me permettre, et c'est pour ça que c'est important aussi de sensibiliser les gens là-dessus. Un gamin, c'est pas un ticket du loto.
Un foot. gamin, c'est pas un ticket du loto, tu veux dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le football, avant le football, le meilleur joueur du monde, il devait confirmer avant de gagner beaucoup d'argent ou d'être transféré. Aujourd'hui, on spécule, comme à la bourse, on spécule sur des potentiels. Et ces potentiels-là, c'est des gens qui sont souvent des gamins. Donc aujourd'hui, moi, quand j'allais regarder des matchs de foot plus jeunes, on regardait le match. Aujourd'hui, les gens, ils viennent pas regarder les matchs, ils viennent regarder les joueurs, ce qui est totalement un autre logiciel. Donc ça, il faut faire attention. Et je pense que même au niveau des pouvoirs publics, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la structuration de l'identité du gamin, dans sa manière de grandir apaisé. Un gamin, c'est pas un produit financier. Ouais. Et aujourd'hui, s'il y a des tensions aussi autour des terrains de foot, c'est aussi en partie que ça. Il n'y aura qu'un seul Kylian Mbappé, il n'y en aura pas deux. Ouais. Voilà. Je voulais quand même le souligner. Mais d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que tu dis, c'est-à-dire que statistiquement, vous avez plus de chances, enfin les apprentis footballeurs, de gagner au loto que de devenir le prochain Kylian Mbappé. Vous avez plus de chances de devenir médecin que de devenir le prochain Kylian Mbappé. Donc, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Allez à l'école, apprenez, grandissez, mais enfin, très peu seront élus. Il y a peu d'élus, quoi. Voilà. Et donc d'ailleurs, là, il y a en a un à côté de toi, là, quand même. Il y en a un à côté de moi, ouais. Et il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister parce que c'est important. Depuis tout à l'heure, on parle de sport de haut niveau. On parle de professionnels. Mais le sport, c'est avant tout en fait un espace où on est censé se faire du bien, un espace de bien-être, un espace où on rencontre d'autres individus, où on peut éventuellement se construire en fait des connaissances. J'irai pas jusque famille, mais bon, en tout cas des connaissances, enfin un espace de sociabilisation. Et ça aussi c'est important en fait. Moi en tant que boxeuse, j'y arrive à 8 ans. En fait, j'ai grandi dans mon club de boxe. J'ai appris dans mon club de boxe, pas que le sport. J'ai construit ma conscience politique là-bas. Et c'est là, en fait, où je parle aussi, justement, enfin, d'éducation populaire. Il est important d'insister sur le principe d'éducation populaire. Ouais, on va y revenir. Alors, les gars, on a celui qui a raté 6 fois, là, à ma gauche, qui s'avère être Monsieur le maire. Monsieur le maire, on a un pied gauche pas génial ou c'est comment? Le pied droit est pire que le gauche. Non, je voulais juste dire à Mala, puisque Nora évoquait sa volonté de voir la lucarne à New York. J'étais en déplacement à Montréal il y a 3 mois. Je rencontre la maire de Montréal-Nord et son adjoint. Et son adjoint me dit « Mon fils est super content que vous soyez ici parce qu'il m'a dit c'est le maire de la ville où il y a la lucarne. Montréal. » Voilà, donc les gars, vous êtes attendus à la lucarne. Bonjour monsieur. Comment ça va bien? Moi, dans mon quotidien, je positive. Vous êtes Jean-Marc, vous regardez du sport, ça vous inspire quoi là tous ces débats? Est-ce que vous estimez que on en demande trop? Voilà. Moi personnellement, c'est pas d'abord une question d'argent, c'est une question de passion, une question pour cette jeunesse, une question aussi pour tout un chacun, pour que nous puissions nous respecter les uns les autres. Et aussi une chose très importante, c'est aller au-delà peut-être pour ces jeunes. Aller au-delà d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent dire oui à l'existence. Ouais. Pour être généreux, enthousiaste, avoir un esprit de fraternité, un esprit d'équité, un esprit de valeurs humaines, ouais. Et peut-être aussi pour redécouvrir, et oui, ça c'est prodigieux ça, oui, pardonnez-moi. Merci. Nana, rapidement, ouais. Donc, ça c'est prodigieux. Et oui. Et donc aussi, et oui. Et tous ces sports, ça c'est un esprit. Donc un esprit de générosité et de renouveau. Mais justement, c'est ce que nous disait Aya, finalement. Nora, oui, là on parle des valeurs du sport. C'est moi Nora. Ouais. On parle des valeurs du sport, mais j'ai envie de vous dire, tout à l'heure, Nabil parlait de la musique. Le sport, c'est qu'un outil. Il est bon ou il est mauvais en fonction de ce qu'on en fait. Donc ces valeurs dont on parle du sport, elles sont qu'incantatoires. Elles n'existent pas. Le sport, on va en faire quelque chose de bien. Ça va dépendre de nous, de ce qu'on va en faire, nous les êtres humains. Mais c'est ça aussi qui est le problème. C'est qu'on considère trop souvent
que le sport comme ça, il a toutes les bonnes valeurs. Non, ça dépend comment on l'utilise. Hein. Et on peut mal l'utiliser parfois, hélas. Alors, ça va les gars? Ça va. Vous faites quoi? De l'art du déplacement, la discipline des Yamakasi. La discipline des Yamakasi, l'art du déplacement. C'est ça qui a donné lieu au parcours? Alors, c'est ce qui a donné lieu à l'art du déplacement, au parcours et au freerunning. Et c'est une discipline qui est née ici à Évry. Du coup, c'est vrai que nous, on représente un petit peu la communauté d'art du déplacement ici. On est regardé par la communauté internationale partout dans le monde sur ce qui se passe à Évry. À Évry, il y a le saut le plus mythique de l'art du déplacement qui s'appelle le Manpower, qui est juste à côté, là, à 5 minutes à pied. Et c'est vrai que on sait, même si on est une petite association, mais pour moi, là, la question de l'exemplarité, on parle beaucoup de fédération, on parlait du Qatar tout à l'heure. Et en vrai, il y a beaucoup de choses où on voit quand ça grossit, quand le sport grossit beaucoup, quand il y a de l'argent qui rentre en jeu, c'est là où l'exemplarité aussi peut être un petit peu pervertie pour moi, à mon sens. Là tout à l'heure il y a l'exemple de Cristiano Ronaldo avec les bouteilles de coca qui est échangé. On parlait de Kylian Mbappé, est-ce qu'il doit prendre l'avion ou pas, mais est-ce que les joueurs doivent se rendre au Qatar ou non, et tout ça, toutes ces grosses décisions finalement, pour moi quand elles sont prises à petite échelle dans des petites associations sportives, nous on est déjà des exemples en fait. Tout le monde est un exemple pour quelqu'un. Il n'y a pas forcément les sportifs de haut niveau qui sont qui vont avoir un devoir d'exemplarité. Tous les sportifs, tous les coachs, les encadrants ont un rôle d'exemple à jouer. Et c'est pas vrai de dire non, ils sont sportifs, on leur a pas demandé d'être des exemples. C'est des exemples. Et ça peut être des mauvais exemples aussi. Hein. Je dis pas parce que exemplaire, on sait pas. Hein. Ça peut exemple, il y a mauvais exemples et bon exemple pour moi. Maintenant, c'est vrai que quand on a, pour moi, un rôle d'encadrant, qu'on sait qu'on est suivi par des jeunes sur les réseaux sociaux, etc., on doit se poser la question, ok, quel bon exemple je veux donner. Et pour reprendre Kylian Mbappé par exemple, tout à l'heure on a pu le critiquer sur l'écologie, etc. Moi je suis plus proche de l'écologie, etc. Mais je sais que par exemple Kylian Mbappé, il mène des combats. Je sais que sur les sponsors de la FIFA, il essaye de se dire non, j'ai pas envie de faire tel ou tel sponsor. Il a certains combats. Maintenant, c'est le truc de choisir ses combats et de bien les mettre en avant. Mais il y a deux choses pour moi qui pervertissent un peu tout ça. Ouais. Ça va être l'argent. Parce que quand il y a de l'argent, on dit ferme ta bouche, il paye. Coca, il paye pour être le truc. On t'a pas demandé ton avis, c'est pas moi qui ai reçu l'argent, etc. Tu participes à la compétition, tu peux pas parler. Mais du coup, dès qu'il y a trop d'argent dedans, malheureusement, il n'y a plus le choix. On leur demande de fermer leur bouche. Bravo. C'est bien pour ça. Et vous là, les gars, ça veut dire que vous faites le Manpower, c'est ça? Alors, pas forcément. Comme a dit François, c'est les valeurs. Et on va pas forcément faire les sauts mythiques qui sont à Évry. Ça dépend de chacun. Si déjà on a les compétences et si on veut le faire tout simplement. Ouais. Et vous avez commencé quand par exemple? Alors moi j'ai commencé quand j'étais petit, il y a 6 ans. Et j'ai commencé avec du coup François dans l'association, dans lequel j'ai évolué et dans laquelle j'ai appris les valeurs de l'art du déplacement. Et dans laquelle j'ai appris la vie de façon générale. C'est ce que disait Aya, c'est-à-dire qu'elle dit dans mon club de boxe, j'ai appris, j'ai grandi, ça a été une forme d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'école en fait et les référents, c'est aussi nos entraîneurs, c'est aussi nos coachs. Toi, c'est ça que tu sens, c'est-à-dire que c'est aussi important pour toi que l'école, par exemple? Oui, c'est aussi grâce à l'association que j'ai pu grandir, que j'ai pu évoluer au sein de la société. Et c'est grâce à leur exemple, du coup, que je suis devenu ce que je suis maintenant. Ouais. Toi, c'est pareil? Excusez-moi. Pour moi, c'est pareil. Je pratique de l'art du déplacement depuis maintenant 6 ans. Et alors, pour moi, l'art du déplacement, c'est tout d'abord une pratique qui est non politisée et qui prend parti à aucun débat de ce style, aucune discrimination non plus. Et je suis tout à fait d'accord avec François. Je pense réellement que... En fait, le devoir d'exemplarité, déjà, c'est un choix, c'est un mode de vie. Vouloir être connu ou être un grand sportif, c'est tout d'abord un choix, parce que ça implique des responsabilités qui peuvent nous tomber dessus sans qu'on puisse forcément s'engager dessus.
Le reste, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je choisis de le montrer aux autres, est-ce que je choisis de ne pas le montrer. Alors pour ma part, je peux parler que de mon point de vue. Alors, je suis assistant coach à la DD Academy Evry. J'ai actuellement 16 ans. Et il m'arrive de temps en temps aider ou entraîner des gens de mon âge. Et l'estime est pareil. Et je pense réellement que, en fait, pour revenir au débat du est-ce qu'un sportif doit-il être exemplaire, eh bien, je pense que c'est un choix, déjà de 1, et que de 2, ce choix-là revient à est-ce que je prends le choix d'assumer ses responsabilités ou pas. Moi, la question qui m'est revenue intérieurement, c'est est-ce que je prends le choix d'assumer les responsabilités que j'ai en tant qu'assistant coach, c'est-à-dire montrer l'exemple et montrer la discipline que j'ai pu acquérir grâce à la pratique de l'art du déplacement. Et peut-être qu'en devenant coach ou en allant plus loin que ça, est-ce que je prendrai le choix de oui ou non montrer l'exemple et l'image de ce qu'on a appris, ou le choix de choisir plus mon plaisir à moi ou des choses, je dirais entre guillemets, un peu plus perverties. Et la question, c'est est-ce que je veux montrer aux gens que c'est ça la vie, ou que ma manière de voir les choses est comme ça et qu'elle peut peut-être potentiellement inspirer les autres et voilà, juste motiver autrui. On doit être fiers, François, des jeunes que tu as coachés là. Tu les as super bien coachés. On essaye, hein, on essaye. Non, après, c'est vrai que nous, c'est super important, et je pense que c'est important aussi dans toutes les fédérations, d'avoir des encadrants qui défendent des valeurs fortes. Et moi, ça va être le discours qu'on a avec les jeunes, là, avec Marwan, même quand ils nous demandent « Ok, je veux être assistant coach », c'est pas la performance qu'on met en avant. Nous, on a la particularité d'être une pratique qui est non compétitive, et pour moi, c'est une richesse. Non compétitive de base. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la compétition, mais on ne veut pas mettre la compétition comme une finalité. Et malheureusement, quand la compétition dans certaines disciplines est une finalité, on va juger souvent la performance. Et ça veut dire que quelqu'un qui a des mauvaises valeurs, qui n'est pas exemplaire, mais qu'on sait que sur le terrain, il est performant, on va mettre de côté ses valeurs, son exemplarité. On va dire, ah mais lui, pour le foot, il va mettre des buts, donc forcément, il est titulaire. Et nous, on a la chance, nous, sur l'art du déplacement, vu qu'on est non compétitif de base, on va pas mettre en avant forcément celui qui est le plus performant. On va mettre en avant celui qui va véhiculer les bonnes valeurs, et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui peut être perdu avec la performance, avec l'argent, les choses comme ça. Alors, moi, si je peux me permettre... c'est génial, parce que moi, ce que je comprends, c'est que la compétition et le haut niveau, ça pervertit quand même. Voilà, non, c'est ce que là, je voulais en venir. Ça peut, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais vous dire, entre parenthèses, que avant d'être présidente, j'étais préparatrice mentale dans l'équipe. Et une des choses que j'ai montré aux joueurs, c'est les Yamakasi, vous savez, quand le film est sorti. Parce que justement, dans votre activité de l'art du déplacement, vous êtes porteur effectivement de très belles valeurs et qui ne sont pas liées à la compétition. Et j'avais envie de leur montrer ça. Mais ceci étant dit, je fais partie en tout cas de celles, et c'est pour ça que j'ai la responsabilité que j'ai, parce que sinon je ne le ferais pas. Je pense que l'on peut avoir une logique de compétition, mais pas à tout prix. On peut avoir une logique de performance, mais pas à tout prix. Moi, c'est le credo qu'on essaye en tout cas de développer aujourd'hui au handball. On peut être performant, mais en respectant un certain nombre de valeurs humaines, en respectant les femmes, en respectant les homos, en respectant les femmes qui portent le hijab, en respectant les différentes couleurs, en respectant les différentes religions. Donc il y a tous ces aspects-là. Et je pense que l'on peut avoir une logique de performance tout en respectant toutes ces valeurs-là, à condition, et c'est là où on en revient à ce que signifie sport, à condition qu'on n'oublie jamais dans le coin de notre tête que le sport, c'est avant tout pour s'amuser, c'est du plaisir. On joue pas notre vie, c'est pas la guerre, c'est pas la guerre. Moi, j'ai horreur des gens qui parlent du sport comme de la guerre. Allez, on va aller à la guerre, Non, c'est pas la guerre. Et ceux et celles qui ont fait la guerre vous le disent. Moi, un jour, il y a un joueur qui a fait la guerre en Bosnie qui est venu me voir, il me fait « Béa, dis-leur d'arrêter d'employer des termes guerriers. » Il avait les larmes aux yeux, il me dit « Moi, je sais ce que c'est la guerre. » Et là, ce qu'on est en train de faire sur le terrain, c'est pas la guerre. C'est juste un match. C'est juste un match. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc moi, je reste persuadée, parce qu'on a oublié ça. Et qu'est-ce qui a perverti ça? Vous avez raison. C'est essentiellement l'argent qui est arrivé de façon massive. Et on le voit dans tous les sports qui se professionnalisent trop vite. Dans tous les sports où il y a trop d'argent qui arrive massivement d'un seul coup, il y a perversion. C'est pour ça qu'il faut réguler.
Les deux ne sont pas incompatibles, mais il faut réguler. Et pour ça, on a besoin de gens comme toi, Stéphane, de gens qui ont envie de réguler, qui sont porteurs de bonnes valeurs. Il faut réguler ce monde du sport qui peut être magnifique, mais qui est perverti effectivement par une logique aujourd'hui beaucoup trop économique. Alors, puisque Monsieur le maire a été interpellé. J'ai toujours un énorme plaisir à écouter Béatrice. Merci François. Enfin, pour l'exemple et pour la durabilité de l'exemple de ce que représente l'art du déplacement, j'en parle pas en tant que maire, j'en parle plutôt en tant que père, sans jeu de mots, puisque mon fils en a été, et je sais combien ça a participé dans sa construction et dans l'équilibre du jeune adulte qu'il est. En fait, je pense, Nora, qu'il y a même si on y a participé tous les deux, qu'il y a un biais dans la question qu'on pose dans le débat d'aujourd'hui. Parce que finalement, est-ce que le sportif doit être exemplaire? Finalement, il ne doit pas l'être plus que n'importe quel habitant dans sa pratique culturelle, de loisirs, de sport. En fait, quand on entend le débat, la vraie question, et Béa vient de le dire, c'est la question de l'argent à un moment et de ce qu'il représente. Et dans le sport de haut niveau, tu l'as dit tout à l'heure sur la question du foot notamment, parce que c'est pas tous les sports. Moi, j'ai connu des joueurs, des sportifs ici à Évry-Courcouronnes, en l'occurrence plutôt à Courcouronnes, où il fallait que je paye moi le sac, les clous, enfin les pointes comme on dit, pour qu'ils puissent aller faire les championnats du monde d'athlétisme parce que la Fédé ne l'aidait pas du tout. Donc ça dépend des sports, c'est-à-dire qu'on peut être aussi champion du monde dans certains sports avec, pardon d'être un tout petit peu vulgaire, mais enfin sa bite et son couteau, pour faire assez simple. Et donc la problématique, c'est en effet la perversion par le pognon. Et pour le coup, ça met les sportifs, parce qu'ils sont des sportifs, on parlait de Kylian Mbappé, mais je vais vous prendre un exemple. Rappelons-nous Zidane. Quand Zidane est transféré au Real de Madrid, tu vas me dire si je dis une erreur. 75 millions. Ouais, j'allais dire 500 millions de francs à l'époque. Donc on doit être fois dans 6, ça dépend le taux. Ouais, tu vois, on est à peu près dans la même... 5,60 au moment où ça bascule. On est à peu près dans la même échelle. Ça fait scandale pendant 24 heures. Et puis le Real communique au bout de 24 heures en expliquant que son transfert vient d'être déjà amorti en 24 heures par la vente de ses maillots dans le monde entier. Et donc du coup, ça pose la question, est-ce que Zidane est trop payé ? Si c'est un joueur de foot, oui. Si c'est une marque, peut-être pas. Et en fait, c'est un débat qui, du coup, met complètement le débat du sport de côté. C'est une marque, c'est-à-dire que quand Zidane signe au Real, il vend des maillots, il vend des abonnements aux socios qui remplissent le stade. Dans un premier temps, on ne lui demande pas de jouer au foot. On lui demande d'avoir une valeur économique. Et c'est ça qui pervertit en fait le système. Et je vais vous dire, de ce point de vue-là, moi j'adore le Mbappé de l'équipe de France. J'adore ce que l'équipe de France nous fait vivre quand elle est en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Parce que du coup, on est beaucoup moins dans la logique financière du club. Et là, pour le coup, il y a une forme d'amour du maillot. Il y a une espèce... On a vécu avec Béa des finales perdues à Rio en hand, mais ils se sont décarcassés pour le maillot, pas pour le chèque qu'il y avait à la fin. Et donc je pense qu'il y a quand même une détermination entre les deux, quoi. Non mais juste pour... Ça, Nabil, je parle sous ton contrôle, mais c'est ce qui s'est passé avec Messi aussi et l'arrivée au PSG. Le nombre de t-shirts vendus là. Oui, le maillot, pardon, pas les t-shirts. J'ai souvent envie de dire que c'est... J'aime pas ce mot-là, que c'est pas eux le problème parce qu'eux ils génèrent une économie. Et ça, voilà. Mais moi dans le football, j'identifie plutôt deux choses qui me paraissent inquiétantes. Un, j'en ai parlé tout à l'heure, le business des gamins. Ça, vraiment, faut faire attention. On y est, on est en plein dedans. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester calme autour des terrains. Et deux, le football, le rachat des clubs de football, soit par des fonds de pension, soit par des États qui s'en servent en forme de soft power. Ça, le danger, c'est que pour les villes moyennes, les petites villes, ou certains clubs de grandes villes, c'est qu'à un moment, il va y avoir une perte de sens et une perte d'identité. C'est-à-dire que le lien social que crée le club avec ses habitants, il va disparaître parce que tout va être business, tout va être remodé. En fait, souvent, ce qu'il faut dire du football ou des clubs de football, c'est que c'est pas une entreprise comme les autres, tout simplement. Ouais. C'est une entreprise avec aussi un but social qui est en train, malheureusement, au fur et à mesure... Ce que nous disait Aya sur l'émancipation, sur l'éduc-pop, ça c'est en train de se perdre. Non mais ça se perd parce que avant, je sais pas, je vais pas faire dans le paternalisme, mais quand c'était le bassin régional ou local qui tenait un club, il y avait un lien avec les gens. Aujourd'hui, c'est immatériel. Tu sais même pas qui est le patron d'un club, des fois. Tu vois, je veux dire, c'est des gars, on leur a dit, tiens, parie là-dessus.
Mais c'est l'effet papillon, Ah quoi. ouais, on n'a pas parlé des paris, ouais, c'est clair. Voilà, puis ça pose un peu. Donc là, on est bien. Moi, pour moi, on n'est plus dans le sport. Là, franchement, je vous le dis, on n'est plus dans le sport, on est dans Surtout le le football, spectacle hein. sportif. Oui, oui. On est Ouais, dans enfin, le football, business. Charlotte me disait, parce qu'elle connaît bien les États-Unis, le Super Bowl aux États-Unis, Mais oui, on pareil, est dans mais c'est le du même Super Bowl, ordre. non, Ouais, mais ça, c'est leur chaque culture. culture. C'est voilà. leur culture, la bah oui, nôtre, elle est bien différente. sûr. Voilà. Non, mais dans l'idée d'un business, c'est-à-dire qu'il y a des Attends, sports et juste, qui je sont voudrais revenir complètement sur bouffés l'histoire par de les la marque. frics. Là. Ils vendent des maillots, etc. Donc ça rapporte. Souvent, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs, même pour le sport féminin. Oui, mais il n'y a pas l'écosystème, ça rapporte pas, donc on ne peut pas payer autant les filles qu'on le ferait chez les garçons. C'est quelque chose qui revient en boucle. Mais là, c'est une vraie question de société qui se pose à nous. Parce que je pense à ce film, je ne sais même plus le titre, pas de bras, pas de chocolat. Donc on en fait quoi, les non-valides? Donc pas de bras, toi t'as pas de bras, t'as pas de chocolat. C'est dommage, c'est dommage pour toi. Donc il y a des sports et il y a des gens qui, parce qu'ils peuvent avoir la possibilité d'être une marque, ils vendent beaucoup, donc ils auraient le droit de toucher beaucoup plus que les autres. Donc là, on est face à une vraie question de société. Moi, c'est pour ça aussi que je milite dans le sport, pour un plafond, pour un salary gap, pour un plafond salarial. Pour moi, il est impensable que des clubs de football ou des personnes dans le football gagnent autant d'argent. C'est indécent. Enfin, S'ils génèrent... Donc pas de bras, pas de chocolat. Donc si tu ne génères pas, tu n'as pas le droit d'argent en retour. Non, mais je veux dire, après un moment, faut pour pas... moi, c'est pas cette société-là que je veux. Ça crée aussi des emplois indirects, ça crée aussi... non, mais ils créent aussi de l'emploi. Les non-valides aussi créent de l'emploi. Faut fabriquer les... Non, mais je suis pas contre les gens qui ne peuvent pas manger de chocolat. Non, mais attends. Donc, ils n'ont pas le droit de gagner beaucoup d'argent. Par contre, dans d'autres secteurs... Non, mais attends, Nabil, combien il gagne? Combien gagne Kylian Mbappé? C'est quoi son salaire? Vas-y, dis Est-ce son que salaire. vraiment 625 millions, on a besoin de gagner autant? 625 millions, il va toucher s'il reste jusqu'en 2025. 625 millions d'euros? 620 pour un an? Pour combien? Non, sur les 3 ans, il va toucher 625 millions. Il toucherait 625 millions s'il reste jusqu'en 2025. Hors prime, on me souffle. Non, mais attendez, mais à un moment, est-ce que... Puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y a quand même la moitié de la délégation au JO des athlètes qui vit sous le seuil de pauvreté, on va quand même se repasser le film. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas dans des abus absolument lunaires? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr, pour moi, oui, je suis désolée. Aya, elle essaye d'en placer une, Béa. Non, mais c'est très intéressant, en fait, ce qu'ils disent. Mais là, en fait, c'est la question de la responsabilité, qui se pose. Et, moi, je vais partir de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire ce que moi, je peux maîtriser. Et là, à partir de là, effectivement, donc... Oula, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il a des crampes. Je sais pas, Vas-y, donc la responsabilité... Je sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de responsabilité individuelle, responsabilité collective. La responsabilité individuelle et concrètement, au fait... Vu l'expérience qui est la mienne, vu l'expérience humaine qui est de sportif qui est la mienne, l'expérience citoyenne qui est la mienne, mon rôle déjà c'est de mettre en garde les jeunes sur le fait que je vous déconseille de tout investir dans votre pratique sportive. Il vous sera beaucoup plus utile justement d'être un individu qui est en capacité de réfléchir et donc de prendre des décisions réfléchies. Parce que ce que l'on n'aurait pas abordé depuis tout à l'heure, c'est le principe aussi d'esprit critique. Est-ce que je suis en capacité d'avoir une information et de la décortiquer pour prendre la décision la plus pertinente? Et ça, il en va véritablement de votre responsabilité. Dans une société où vous avez un grand nombre d'informations, donc vous êtes bombardé d'informations, est-ce que je suis en capacité d'analyser cette information et de prendre la décision la plus réfléchie, la plus pertinente? Ouais, François. Oui, du coup, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup d'argent qui peut pervertir le sport ou l'exemplarité que peuvent avoir les sportifs, mais ça va être aussi au niveau du pouvoir, le pouvoir qui peut être donné à certaines institutions. Et là, je vais te prendre l'exemple des Jeux Olympiques. Quand on parle des Jeux Olympiques et qu'on parle là, du seuil de pauvreté de certains athlètes, oui, c'est scandaleux de se dire, ok, l'argent, en fait, qui va être mis pour l'organisation des Jeux Olympiques, on sait très bien que c'est purement politique et que c'est pas les athlètes qui vont bénéficier de cet argent-là. C'est pas ceux qui se sont entraînés dur pour pouvoir justement avoir leur place aux Jeux Olympiques qui vont pouvoir bénéficier de cet argent-là. Et à l'inverse, certaines fois justement des athlètes qui vont être sous le seuil de pauvreté,
bah, ils vont se dire ok, il y a la possibilité de gagner de l'argent finalement facilement si je participe à telle ou telle compétition. Et quand je dis de gagner de l'argent, ça va être des fois des broutilles, hein, ça va pas être pour des fédérations ou des choses comme ça va être pas grand chose. Mais pour eux, c'est énorme parce qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Et ça permet aussi, ça va un peu pervertir aussi leur valeur sur ça, ce ok, sont des stratégies de pour ça survie. je peux y aller. Au fait, ça, ce sont des stratégies de survie. Donc, c'est une conséquence, effectivement, d'un système qui est parfaitement inégalitaire. Donc, là, la question, c'est que nous, en tant que citoyens, comment on peut intervenir justement sur ces décisions politiques qui précarisent les individus, ouais, que ce soit dans le domaine du sport ou Pardon, en tu dehors. parles de nous, les citoyens, mais même les sportifs. Quel levier ils ont, les sportifs, pour faire valoir leurs droits? Est-ce qu'ils peuvent monter des syndicats? Comment ils agissent, en fait? Ça existe, oui, il y a des syndicats, oui. Oui, Nora. Je veux que je dise. Donc, il y a des syndicats. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pendant longtemps, on a considéré qu'un sportif n'avait pas le droit de gagner sa vie. Il faut le savoir, ça. Il y a quelqu'un que vous connaissez tous son nom, je suis sûr que vous avez tous vu un gymnase à son nom, il s'appelle Jules Ladoumègue. Tout le monde a été dans un gymnase Jules Ladoumègue. Ouais. Ben, Jules, dit Julot, dans les années 30, on lui a enlevé des médailles parce qu'il travaillait à côté, parce qu'il participait à des meetings où il était payé un petit peu. On lui a enlevé ses médailles d'or. Et à l'époque, il y avait eu 500 000 personnes dans les rues, sur les Champs-Élysées, avec Jean Gabin en premier, pour défendre Jules Ladoumègue. Pourquoi? Parce qu'en France, à cause de Pierre de Coubertin, noble, qui considérait que le sport était fait pour une certaine classe de la population qui n'avait pas besoin de travailler pour en faire. Et donc quand les ouvriers, les employés, les gens d'en bas ont voulu faire du sport, ils ont dit ok, mais nous, il faut qu'on soit payés, comment on peut s'entraîner et tout, voilà. Donc c'est comme ça qu'est né le professionnalisme au foot notamment, etc. Et puis ça a commencé à arriver dans les autres sports. Mais il a fallu se battre en France pour être professionnel. Marie-Josée Pérec, pourquoi elle s'en va aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, on accepte le fait qu'elle soit rémunérée tout en s'entraînant. Et que lui dit son entraîneur de l'époque, Philippe Piat, qui était professeur d'EPS, et les professeurs d'EPS ont un rapport avec le sport, avec l'EPS, qui équivaut presque à un rejet total de l'argent. Lui dit, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Bah oui, garçon, c'est normal, toi tu touches un salaire de prof. Mais elle lui dit, mais moi j'ai rien en attendant. Donc il y a ça aussi, il faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus large. Donc en France, on a aussi ce rapport dans le sport qui est biaisé dès le départ avec l'argent. Un sportif, ça ne doit pas toucher d'argent. Et c'est pour ça que Nabil dit, et pourquoi un sportif, il n'aurait pas le droit de toucher? On le dit d'un sportif, on ne le dit pas d'un patron. Moi, je le dis de tout le monde, que ce soit un patron, un artiste ou qui vous voulez. Il me semble qu'aujourd'hui, eu égard à la situation de notre pays, on doit réfléchir à la manière dont on distribue l'argent et dont on partage la valeur. Bah oui, à un moment donné, qu'on soit sportif ou autre, peu importe. Mais il n'y a aucune raison que quelqu'un gagne 625 millions. Enfin, On n'est pas sorti de l'auberge. On aura ce débat sur le partage de la valeur une prochaine fois, je vous propose. Madame. Oui, moi j'aime à retenir quand même que le monde sportif a cette opportunité, cette chance de pouvoir interagir avec la vie des autres. Du plus petit âge au plus grand âge, et de pouvoir être acteur de l'éducation, de la construction, du partage de toutes les valeurs dont on vient de parler, et que justement c'est aussi la manière dont on peut passer les valeurs, comme tu disais, au quotidien. Et ce rôle-là, ce rôle que nous devons tous avoir, qu'on soit un coéquipier, qu'on soit un encadrant, qu'on soit un parent, elle est primordiale. Et je trouve que c'est une opportunité au sens où ça nous apporte aussi à nous, sportifs, nous, managers, nous, encadrants de clubs, de pouvoir faire ça. Parce que les petits gamins là, qui avaient là tout à l'heure, moi je travaille avec eux et j'adore les voir grandir, j'adore voir comment une adolescente passe des caps, de par ses coéquipières, de par ses managers. Et c'est, je trouve, une vraie force dans les valeurs et l'exemplarité qu'on peut partager. Ouais, et on arrive au bout, malheureusement, mais on a ouvert l'espace et on le refermera pas, ça c'est certain. Cette question justement des valeurs, Madame, vous nous en parlez superbement, François, idem, Monsieur nous en parlait aussi. Après, il faut que ces valeurs, elles soient incarnées jusqu'au plus haut. On a vu ce qui se passe à la Fédé de foot avec Le Gret, on voit ce qui se passe à la Fédé de rugby avec Bernard Laporte, qu'il a fallu quand même un peu pousser. Vous aussi, au handball, vous avez été frappé là dernièrement par un cas de pédopornographie, voilà, dans votre encadrement de la Fédé. À un moment, c'est aussi, quand on est sportif, directrice, présidente d'un club en mode amateur, qu'on fait ça bénévolement, sur notre temps, sur notre week-end, il y a un moment, il faudrait bien que là-haut aussi ce soit exemplaire, quoi, les fédés.
Béa? Évidemment, il faut déjà que nous, c'est pour ça que je disais au début, bien sûr que moi j'ai une responsabilité, je fais pas n'importe quoi, en tout cas en public, j'essaye d'être exemplaire ou responsable plutôt, parce que je préfère effectivement ce terme-là. Ouais, c'est évident, et pour nous, la question s'est pas posée, qu'on connaisse la personne ou qu'on connaisse pas la personne, il y a zéro état d'âme, qui que ce soit, et c'est au revoir, voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Vous avez géré le dossier en 24 heures. Nabil, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de l'exemplarité des fédés? Effectivement, ce qui se passe au foot et au rugby n'est pas exemplaire, ça c'est clair. Il faut dépoussiérer, c'est des modes de gouvernance qui doivent évoluer. Et ce qu'a fait par exemple Mbappé récemment sur les partenaires de l'équipe de France, ça a fait avancer les lignes. Parce qu'il a dit, voilà, moi et mes coéquipiers, il a pris le lead un peu. Ça correspond pas à mon système de valeurs, il y a eu des freins. Et puis finalement, il a gagné la bataille. Donc ça devient aussi des sportifs. Après, peu de sportifs... peuvent avoir ce poids-là. Faut pas non plus être dupe. Cette bataille-là, tu sais combien elle a duré cette bataille-là? Combien? 100 ans. 5 ans, là, il a bataillé pour avoir ce résultat-là. Sur les sponsors, tu veux dire? 5 ans. 5 ans. Donc oui, il faut. Il y a des choses à revoir, mais j'ai bien aimé. Alors c'est vrai qu'on critique toujours et tout, mais je trouve que la ministre, comment elle s'appelle? Amélie Oudéa-Castéra. Amélie Oudéa-Castéra. Alors je pense que ça vient d'au-dessus aussi, mais bon, elle a un peu mouillé la chemise là sur le cas de la fédé de rugby et la fédé de football. C'est quand même des mastodontes, avec des fois des gens qui ont un sentiment de toute puissance. Bon, elle est montée au créneau, c'est pas toujours évident, parce qu'en plus, il y a des réglementations qui font que parfois il y a des histoires d'ingérence politique qui ne sont pas possibles, parce que les lois de la FIFA font que. Après, il y a des délégations qui fait que vous pouvez quand même donner votre opinion, et heureusement, et d'ailleurs. Et je trouve que c'est bien qu'elle se soit prononcée de manière, non pas... parfois c'est toujours nuancé, politique, entre les lignes. Et je trouve que c'est bien, elle a dit les choses. Et du coup, la preuve, ça a bougé. Ouais, ça a bougé. Voilà, sur les questions, ça a bougé, sur les questions de sexisme, de discrimination, etc. Dans les fédés, il y a encore du boulot. Aya, tu auras le mot de la fin. Ce que je peux dire, c'est mon expérience faisant. Ça y est, je commence à avoir un grand âge. En fait, aucune bataille n'est gagnée individuellement. Si l'on veut gagner une quelconque bataille, c'est collectivement. Toutes les batailles que j'ai eues à gagner dans le monde sportif, ça a été parce qu'on était un collectif et qu'on parlait de la même voix. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Politiquement, peu importe, il faut qu'on le fasse en nombre et que l'on parle de la même voix. Ouais, et ben voilà. Merci Aya, merci Béatrice, merci Nabil. Il y a la librairie qui est là. Franchement, plongez-vous dans les livres d'Aya, absolument. D'ailleurs, Dambé, il est au programme des 3e maintenant. Et il y a eu un téléfilm, ouais. Et il y a le livre de Béatrice sur le sexisme dans le sport. Vous les avez juste à côté de Nabil. Il y a la librairie et là, il y avait la boulangerie, tu vois. Il y avait la boulangerie, tant pis, ouais, mais non, c'est pas grave. On retrouve Graines d'artiste au bout. Merci vraiment à tous les trois. C'était la fin, mais on espère qu'on se retrouve bientôt. Merci à l'art du déplacement, merci à la Lucarne. Bravo Evry, vous êtes, vous avez exporté votre modèle partout dans le monde. Monsieur le maire, il a un truc à ajouter, monsieur le maire? Bon, merci à tous, bon après-midi, à très bientôt, prenez soin de vous.